Mes parents ont acheté à ma sœur une voiture de luxe pour sa graduation. J'ai ouvert mon cadeau, une hypothèque et le compte de ses dettes. C'est juste, a souri ma mère. J'ai pris mes affaires et j'ai disparu. Un temps après, on m'a appelé en panique, s'il te plaît, aide-nous. Salut Reddit, je ne sais même pas par où commencer, j'ai juste besoin de me défouler quelque part. Je suis Alex, j'ai 19 ans et hier a été ma graduation, et honnêtement, je pense que c'était le pire jour de ma vie. Ma sœur Valéria était radieuse de bonheur. Mes parents lui ont donné un tout nouveau Mercedes-Benz juste devant tout le monde. Elle a crié de joie, les a embrassés et ils sont restés là avec leur visage rempli de fierté, comme si elle avait gagné un prix Nobel. Et bien génial, bien pour elle. Puis, c'était mon tour. Ma mère souriait, mon père m'a tendu une enveloppe. Je me suis dit, d'accord, peut-être que c'est quelque chose pour soutenir mon avenir. Je l'ouvre, c'était une hypothèque sur leur maison à mon nom. Je relis une fois, je ne comprends pas. Je relis encore, oui c'est réel. Je n'avais même pas besoin de prendre un crédit par moi-même, la banque m'a simplement ajouté à l'hypothèque comme co-emprunteur. Maintenant, si mes parents ne paient pas la totalité de la dette, cela tombera sur moi. C'est juste, dit ma mère, comme si de rien n'était, tu es déjà un adulte, tu as un travail, tu peux aider la famille, ajoute mon père, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je travaille comme livreur pour Globo, j'ai économisé chaque euro pour commencer ma vie. Et maintenant, il s'avère qu'au lieu de cela, je dois payer leurs dettes. Je demande, et Valéria? Ma mère me regarde comme si j'étais idiot et répond, elle a besoin d'un bon avenir. Là, j'ai explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, je me suis senti une immense rage et un nœud dans la gorge. Qu'est-ce que c'est? J'ai crié en agitant les papiers devant eux. Ma mère n'a même pas bougé. Baisse la voix, nous sommes en train de célébrer. Baisser la voix? On me dit qu'on m'a mis dans une hypothèque sans mon accord et ils veulent que je l'accepte avec un sourire. Mon père a soupiré comme si j'étais un enfant gâté, Alex, n'exagère pas, c'est un sacrifice pour la famille. Sacrifice, ce mot, je l'avais entendu trop de fois à la maison. Quand j'avais 12 ans, j'avais envie d'apprendre à jouer de la guitare. Je l'ai demandé à mes parents pour mon anniversaire. On verra, m'ont-ils dit. Ils ne l'ont jamais acheté. Mais quelques mois plus tard, Valéria a dit qu'elle voulait des cours de piano et ils lui ont acheté un nouveau clavier en moins d'une semaine et l'ont inscrite dans un conservatoire privé. Quand j'avais 15 ans, j'ai voulu participer à un voyage scolaire à Madrid. C'est trop cher, fils, nous ne pouvons pas. L'année suivante, Valéria est allée à un camp d'été à Londres, c'est une grande opportunité pour elle. Quand j'ai fini le lycée, j'ai voulu économiser pour mon indépendance. La famille passe d'abord, m'ont-ils dit. Et maintenant, sacrifice signifiait qu'il ruine mon avenir. Ma mâchoire se contractait, le sacrifice est un piège terrible. Ils m'ont compliqué la vie et ils ne se sont même pas donné la peine de me demander. Ma mère a croisé les bras, ce n'est pas si grave, tu paies un peu chaque mois et nous avons tous un toit. Non, vous avez un toit, moi j'ai une dette de milliers d'euros qui n'est même pas la mienne. J'ai cherché Valéria du regard. Elle était là, mal à l'aise, ne sachant quoi faire. Et toi, lui ai-je lancé. Tu n'as rien à dire. Elle a haussé les épaules, ce n'est pas ma faute. À ce moment-là, j'ai tout compris. Je n'ai jamais fait partie de l'équation, juste un distributeur automatique que l'on pouvait maintenant presser légalement. Tu sais quoi? Ai-je lâché en respirant profondément. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. J'ai fait demi-tour et je suis allé directement dans ma chambre. 10 minutes plus tard, je mettais tous mes vêtements dans un sac à dos. Je n'ai entendu personne monter les escaliers. Ils n'ont pas essayé de me retenir. Parfait. J'ai terminé de mettre mes affaires dans le sac et j'ai attrapé ce qui m'appartenait vraiment, mon ordinateur portable, mon chargeur, mes économies en liquide, pas beaucoup, et un carnet où j'avais noté tout ce que j'avais prévu de faire quand je pourrais enfin monter en indépendance, sauf que selon mes parents ce moment n'arriverait jamais, car maintenant, j'étais juste une banque pour eux. Je suis descendu les escaliers, le sac sur l'épaule. Ma mère était toujours assise à la table avec son verre de vin, comme si de rien n'était. Mon père regardait son téléphone. Aucun d'eux ne m'adresse la parole. Je pars. Silence. Ma mère a soupiré sans même lever les yeux, ne dramatise pas, Alex. Mon père a posé son mobile sur la table et m'a regardé avec exaspération, où ça? Avec quel argent?
avec le peu d'argent que j'ai réussi à économiser. Valéria était à l'autre bout de la pièce, enlacée avec son copain, comme si cette discussion n'avait rien à voir avec elle. Mais bien sûr, pour elle, cela n'avait pas de conséquences. Mon père a claqué la langue, tu ne peux pas simplement t'en aller. Je viens de le faire. Ma mère a levé les yeux comme si j'étais un mal de tête de plus, tu es égoïste. Tu nous tournes le dos quand nous avons le plus besoin de toi. Vous m'avez ruiné la vie et vous agissez comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Elle a lâché un rire sec, tu n'as aucune idée de ce que signifie être adulte. Là, je suis resté à la regarder hypothéquer sa propre maison parce qu'ils n'ont pas su gérer leur argent. Mais c'est moi l'immature. Tu as raison, maman, ai-je dit avec un sourire ironique. Je n'ai aucune idée de ce que signifie être adulte, mais je sais ce que c'est d'être le seul idiot qui doit toujours payer les factures de tout le monde. Mon père a secoué la tête, tu ne tiendras pas un mois. On va voir. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sans me retourner. Je n'avais pas de plan clair, je n'avais pas de lieu où dormir cette nuit-là, mais je préférais dormir dans la rue que de passer un jour de plus dans cette maison. Je suis sorti de cette maison sans me retourner. Je n'avais pas de plan clair, mais si une chose était sûre, c'est que je ne reviendrai jamais à cet endroit. J'ai passé les premières heures à marcher sans but. Je ne voulais pas rester en ville, mais je ne pouvais pas non plus me permettre d'aller trop loin. J'ai sorti mon portable et j'ai vérifié mes options. J'avais 600 € de côté, ce n'était pas beaucoup, mais ce n'était pas rien non plus. La première chose à faire était de trouver un endroit où dormir. Je n'allais pas dépenser mon argent dans un hôtel, alors je me suis mis à chercher des auberges pas chères. J'en ai trouvé une à 20 € la nuit. J'ai réservé 3 nuits, ce qui me donnait le temps de réfléchir à ce que je devais faire de ma vie. En marchant vers l'auberge, je me suis mis à me souvenir de toutes les fois où j'avais voulu quitter la maison plus tôt. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais sûr que dans cette famille, je ne comptais pour rien. Quand Valéria avait besoin de quelque chose, mes parents le lui donnaient. Quand j'avais besoin de quelque chose, la réponse était toujours la même, il n'y a pas d'argent. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai essayé de trouver un job à temps partiel, ma mère s'est offusquée, et quand vas-tu aider à la maison? Comme si je ne passais pas ma vie à les aider. À 17 ans, j'ai commencé à vraiment économiser. J'ai travaillé en livrant de la nourriture, en faisant des petits boulots freelance, même en vendant des choses sur Internet. Je gardais tout ce que je pouvais, cet argent était mon ticket de sortie, et maintenant j'étais enfin dehors. Arrivé à l'auberge, j'ai fait le check-in et je suis monté dans ma chambre. Elle était petite, moche et sentait l'humidité, mais c'était la mienne. Je me suis jeté sur le lit et j'ai sorti mon carnet. Plan pour ne pas finir sans abri, chercher un autre travail, Globo n'est pas suffisant, trouver une chambre à loyer abordable, ne plus jamais parler à mes parents. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé pour la première fois en des années. Personne ne m'a rien demandé. Je me suis réveillé à l'auberge avec une étrange sensation. Pour la première fois de ma vie, personne n'attendait rien de moi, personne ne me demandait d'argent, personne ne me disait quoi faire. J'étais libre. Je me suis assis sur le lit et j'ai vérifié mes comptes, 580 €. Si je continuais à dépenser 20 € par nuit à l'auberge, dans un mois je serais à la rue. Je devais trouver une chambre à loyer abordable le plus vite possible. J'ai ouvert mon portable et j'ai commencé à chercher. Tout était horriblement cher, des chambres à 400, 500 €, je ne pouvais pas me le permettre. Finalement, j'ai trouvé une annonce, je loue une petite chambre, 200 € par mois, charges comprises, seulement pour des personnes calmes. J'ai appelé immédiatement. La chambre est toujours disponible? Oui, mais elle est petite. Pas important, je peux la visiter aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais devant un vieux mais correct appartement. Un type d'une trentaine d'années, l'air encore endormi, m'a ouvert, je suis Diego, entre. La chambre était minuscule, à peine de la place pour le lit, mais elle avait une porte, une fenêtre et une prise. Mieux que l'auberge. Si tu as l'argent, tu peux emménager tout de suite. J'ai sorti les billets sans réfléchir, 200 de moins, mais au moins j'avais un toit. Le problème suivant était le travail. Globo n'était pas suffisant. Je me suis inscrit sur toutes les applis d'emploi et j'ai envoyé des candidatures pour n'importe quel poste, serveur, vendeur, ménage, entrepôt, tout ce qui était disponible. Au bout de 3 jours, j'ai été appelé par un bar. As-tu de l'expérience? Oui, j'ai menti. Tu peux commencer demain. Oui,
et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans un bar miteux, à ramasser des verres et nettoyer des tables pour 6 € de l'heure. Ce n'était pas un bon travail, mais au moins c'était de l'argent. Les premières semaines ont été un enfer. Je dormais peu, je mangeais au minimum, je travaillais toute la journée pour Globo le matin et au bar l'après-midi, et quand je rentrais chez moi, je voulais juste m'effondrer dans le lit. J'ai appris à vivre avec le minimum. Mon alimentation se résumait à des sandwichs bon marché du supermarché, pour le petit déjeuner un café et une tartine à 1 €, pour le déjeuner un peu de pâtes, et pour le dîner ce qui restait du bar, si j'avais de la chance. La fatigue me tuait, mais je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter. Si je tombais malade, si je ratais un seul paiement, je revenais à la case départ. Un jour, après ma sortie du bar, je suis tombé sur Raoul, un ami du lycée. Il m'a regardé de haut en bas et a lâché « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, l'hypothèque, ma famille, Globo, le bar. Je ne sais pas pourquoi, mais en le racontant, je me suis senti mieux. Et tu n'as pas pensé à chercher quelque chose de mieux? Mieux? Je n'ai d'expérience en rien, Raoul. Personne ne va m'embaucher. Il m'a regardé comme si je disais une sottise, tu as un ordinateur? Oui. Je vais te passer des cours sur des bases, Excel, service client, administration. J'ai trouvé mon taf avec ça. Essai. Cette même nuit, après le bar, je me suis mis à regarder les cours qu'il m'avait envoyés, et pour la première fois en plusieurs mois, je sentais que je pouvais aspirer à quelque chose de plus. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à ma mère me disant « Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être adulte. » Eh bien maintenant je savais et je survivais. J'ai survécu. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Cela faisait 6 mois que j'étais parti de chez moi, 6 mois à me lever tôt, à me casser le dos au bar, à faire des livraisons sous la pluie et à rentrer chez moi si fatigué que je ne me souciais même pas de dîner. Mais chaque mois, je payais ma chambre sans demander rien à personne. Raoul continuait à m'envoyer des cours, et quand j'avais un moment de libre, je me mettais à étudier. J'ai appris les bases d'Excel, la gestion de clients et l'administration. Rien de fou, mais suffisant pour commencer à chercher quelque chose de mieux. Puis un jour, alors que j'étais dans la cuisine de l'appartement, Diego, mon propriétaire, m'a lancé la question, dans mon boulot, il cherche quelqu'un pour l'accueil. C'est un poste de bureau, payé mieux que le bar. Ça t'intéresse? Est-ce que j'ai l'air de dire non? J'ai envoyé mon CV et, étonnamment, j'ai été appelé pour l'entretien, et j'ai obtenu le poste. J'ai quitté le bar et je suis passé dans un petit bureau mais respectable, 1200 € par mois, pour moi c'était comme gagner à la loterie. J'ai commencé à vraiment économiser, et juste quand ma vie commençait à s'améliorer, la réponse de ma mère est arrivée. Je suis resté là, à regarder l'écran, 6 mois sans un seul message et maintenant elle m'appelait. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre appel, puis un autre. Finalement, j'ai décroché. La voix de ma mère était différente, agitée, nerveuse. Alex, mon fils, tu dois nous aider. Ah bien sûr, maintenant je suis son fils. Aider à quoi? La banque va nous reprendre la maison. Boum. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé ma tête contre le mur. Je savais que cela allait arriver. Je ne peux pas payer l'hypothèque, Alex. Si nous ne fournissons pas l'argent ce mois-ci, nous sommes à la rue. Silence. Et que veux-tu que je fasse? Tu es le titulaire du prêt. Si tu ne paies pas, ça te touche aussi. Là, j'ai eu envie de rire. Quelle effronterie! Je n'ai rien signé, maman, c'est toi. Mais si nous ne payons pas, nous restons à la rue. Elle a baissé la voix, a adopté ce ton manipulatoire qu'elle avait toujours eu. Et Valéria a eu un accident de voiture. Mon sourcil s'est arqué. Quel accident, maman? Elle a soupiré comme si c'était difficile à dire. Elle l'a écrasé contre un poteau, c'est détruit. Et que veux-tu que je fasse? Nous avons besoin d'argent pour le réparer. J'ai éclaté d'un rire incroyable. Donc, non seulement tu m'appelles parce qu'ils vont vous retirer la maison, mais en plus, la princesse de la famille a ruiné la voiture que tu lui as offerte avec mon sacrifice? Ne dis pas ça, Alex. Elle ne peut pas aider. Silence. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Je me suis laissé tomber sur le lit et j'ai éclaté d'un autre rire. Il y a 6 mois, cela m'aurait détruit.
Maintenant, je n'en avais rien à faire. Ils avaient fait leur choix, j'avais déjà fait le mien. Après avoir raccroché, je suis resté là à regarder le plafond. 6 mois sans un seul message de leur part, et maintenant ils avaient besoin de moi. Quelle ironie! Avant, si cela m'était arrivé, je me serais senti coupable, j'aurais tout remis en question, j'aurais pensé à les aider. Mais maintenant, je n'en avais simplement rien à faire. Les jours ont passé, et les appels n'ont pas cessé, numéros inconnus, messages WhatsApp, email, jusqu'à ce qu'un jour, Valéria m'écrive « Alex, s'il te plaît, maman va très mal, peut-on parler ?» J'ai ignoré le message. Puis un autre « Je sais que tu es fâché, mais la famille c'est la famille. » La famille, c'est la famille? Quand ils avaient besoin que je paie leurs dettes, ce n'était pas la famille. Quand Valéria avait besoin d'une nouvelle voiture et d'une inscription à l'université, ce n'était pas ma famille non plus. Mais maintenant qu'ils étaient dans la panade, là oui, c'était la famille. J'étais au travail, en train de vérifier mes emails, quand j'ai reçu un mail avec pour objet « Proposition de réunion, hypothèque familiale ». J'ai ri tout haut, il ne prenait même plus la peine de masquer. Je l'ai ouvert, « Alex, nous avons essayé de te parler, mais tu ne réponds pas. La banque nous a donné un dernier avertissement, et nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Pouvons-nous nous rencontrer pour en parler? Signé par mon père. J'ai respiré profondément. Je n'ai pas répondu, je n'avais rien à leur dire. Si à 19 ans, personne ne m'a demandé si je voulais faire partie de leur hypothèque, maintenant, à presque 20 ans, ils n'avaient pas droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Je n'ai pas répondu à l'email. Je n'ai répondu à rien. Mais ils ne se sont pas découragés. Un jour, alors que j'étais dans mon appartement avec Diego et Raoul en train de regarder un film, quelqu'un a sonné à la porte. Je me suis penché à la fenêtre, c'était ma mère. Mon sang s'est glacé, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne jusqu'ici. « Qui est-ce » demanda Diego. « Ma mère. » Raoul siffla. Eh bien, j'ignorais la sonnette, mais elle ne cessait de sonner, ding-dong, ding-dong. « Comment a-t-elle trouvé ton adresse » demanda Diego. Bonne question, seuls quelques amis savaient où je vivais. C'est sûr que Valéria le lui a dit. Finalement, j'ouvris la porte. Ma mère me regarda avec les yeux rouges, elle avait l'air plus vieille, comme si ces 6 mois lui avaient coûté cher. « Alex, nous devons parler. » Je croisa les bras. « Non, maman, nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, fils, nous sommes en train de tout perdre. » Je ris, mais sans gaieté. « Non, vous êtes en train de tout perdre. Moi, ça fait longtemps que je ne vis plus ici. » Elle me regarda avec cette tête de victime qu'elle avait toujours pour me manipuler. « Tu vas nous laisser à la rue, ta propre famille. » Je ne t'ai pas laissé à la rue, maman. C'est toi qui t'y es mise. Elle se tut, puis dit, « Mais Valéria ? » Que se passe-t-il avec Valéria? Elle est détruite, elle ne sort pas de sa chambre depuis des jours, elle se sent coupable. Je ris à nouveau. Quelle coïncidence! Elle se sent coupable maintenant, mais elle a bien profité de sa voiture et de son université sans penser à rien. Non. Ma mère avala sa salive, nous sommes ta famille, Alex. J'acquiesçai lentement. Oui, et c'est pour ça que je les pardonne. Son visage s'illumina. Ça veut dire que... Je secouai la tête. Je les pardonne, mais je ne les aide pas, et je fermai la porte en plein visage. Ce fut la dernière fois que je la vis. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, je ne sais pas s'ils ont réussi à sauver la maison ou si Valéria a réparé sa voiture. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je sais, c'est que cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je dormis paisiblement. 1 an s'était écoulé depuis la dernière fois que j'avais vu ma mère devant ma porte, 1 an sans appel, sans message, sans même me demandant de l'argent, 1 an sans eux. Et, à ma grande surprise, ce fut la meilleure année de ma vie. Après avoir rejeté ma famille, rien de mauvais ne m'est arrivé. Je n'ai pas été frappé par la foudre, je n'ai pas perdu mon emploi, je n'ai pas eu de crise existentielle à cause de l'abandon de ma famille. J'ai simplement continué à avancer. Mon travail au bureau s'est amélioré. Après 6 mois, on m'a proposé une augmentation et j'ai commencé à gagner 1 600 €. Je ne devenais pas millionnaire, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais stable. J'ai loué un appartement plus grand,
avec ma propre salle de bain et une cuisine où plus de 2 personnes pouvaient tenir. Je me suis acheté un nouvel ordinateur. Un jour, Raoul m'envoya un message, « Mec, ma société cherche des gens pour le service client, ils paient 2200 € par mois. Ça t'intéresse ?» Évidemment, je dis oui. 2 entretiens plus tard, je suis embauché. Moi, celui qui servait jadis des tables et livrait des repas, je travaille maintenant dans une vraie entreprise. J'étais chez moi un vendredi soir, avec une bière en regardant Netflix, quand mon portable vibra. Numéro inconnu. J'ignorais l'appel. Quelques minutes plus tard, je reçus un message, « Salut Alex, c'est Valéria. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de nous, mais je veux juste te dire que je suis désolé. Maman et papa ont perdu la maison et nous avons déménagé chez mamie. Ça a été une année très difficile. Je ne veux pas que tu nous aides, je voulais juste que tu le saches. » Je lus le message 3 fois, sans ressentir quoi que ce soit. Ni joie, ni vengeance, ni satisfaction, juste de l'indifférence. Ils ont fait leur choix, j'ai fait le mien. Je bloquai le numéro, pris une gorgée de ma bière et continuai à regarder la série. Au final, j'ai appris que parfois, s'éloigner est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre bien-être. Je ne garde pas de rancune, mais je ne retourne pas en arrière, et c'était la meilleure décision de ma vie. Pour répondre à Reddit, je ne m'attendais pas à ce que ce post explose comme ça. J'ai ouvert Reddit ce matin et j'avais des centaines de commentaires. Certains me soutenaient, d'autres disaient que j'étais un monstre d'avoir abandonné ma famille. Alors me voilà, écrivant cela non pas pour me justifier, mais pour dire ce que je ressens vraiment. Ce sont tes parents, tu devrais les aider. C'est la phrase qui revient le plus souvent. Je comprends vraiment, je l'ai intégré depuis longtemps. La famille passe toujours en premier. Mais que se passe-t-il lorsque votre famille ne vous a jamais mis en premier? Quand ils vous traitent comme un distributeur automatique au lieu d'un fils? Quand ils ruinent votre vie et s'attendent à ce que vous l'acceptiez avec le sourire? Je ne suis pas parti de chez moi juste parce que je le voulais. Je suis parti parce qu'on m'a forcé à choisir entre envisager un futur ou être leur esclave financier à vie, et j'ai choisi mon futur. Ta sœur n'est pas à blâmer, c'était juste une gamine gâtée. Je sais que beaucoup pensent que Valéria n'est pas responsable, qu'elle a été élevée comme ça, et donc qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais voilà le problème, elle savait exactement ce qui se passait. Quand il nous faisait des cadeaux, c'était toujours la même chose, pour Valéria, parce qu'elle en a besoin. Pour Alex, rien, parce qu'il peut se sacrifier. Et elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais remis en question pourquoi tout le fardeau de la famille reposait sur moi. Je ne la déteste pas, mais je ne la pardonne pas non plus. Tu vas le regretter quand tu seras plus vieux et que tu seras seul. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose, j'étais déjà seul quand je vivais avec eux. Ils ne m'ont jamais soutenu, ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais, ils ne se souciaient jamais de ce que je voulais. Si c'est ça, la famille, alors je préfère être seul. Tu exagères. Aucune famille ne fait cela. J'aimerais que ce soit un mensonge, j'aimerais avoir tout inventé et avoir une famille qui m'aime et me respecte. Mais non, il y a bien plus de familles toxiques là dehors que les gens ne le pensent. Il y a des milliers de personnes comme moi, piégées dans des dynamiques toxiques où être un enfant signifie être une source d'argent. Si cela ne t'est pas arrivé, considère-toi chanceux. Tu te sens heureux après tout ça? Je ne sais pas si le mot est d'heureux. Ce que je ressens, c'est de la paix. Je ne me réveille plus avec de l'anxiété en craignant qu'on me demande de l'argent. Je n'ai plus à porter des dettes qui ne sont pas les miennes. Je n'ai plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour la première fois de ma vie, j'appartiens à moi-même, et pour moi, c'est suffisant.